Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il a nourri 2 orphelins, 20 ans plus tard, un hélicoptère atterrit devant chez lui. Dans les rues détrempées de Memphis, où les trottoirs se fissurent comme les rêves oubliés, Elia Carter avançait toujours la tête basse, les épaules couvertes d'un vieux manteau d'armée élimé. Il avait 53 ans, le dos voûté par les années de travail, les mains usées par des décennies de vaisselle, de plateaux portés et de sols nettoyés à genoux. Memphis, autrefois vibrante de soul et de promesses, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les néons clignotants des anciens bars de Beale Street jetaient une lumière triste sur les vitrines vides. Les gens passaient sans se voir, le cœur usé par la lutte. Mais Elia, dans cette grisaille ordinaire, était une âme rare, cachée derrière une routine austère. Il n'était ni riche, ni connu. Il ne possédait ni voiture, ni téléphone portable. Sa maison en bois, héritée de sa grand-mère maternelle, tenait encore debout par la grâce de Dieu et de quelques planches clouées à la hâte. Mais Elia avait quelque chose que beaucoup avaient perdu, la patience des justes, et le silence des cœurs bons. Chaque jour depuis 21 ans, il travaillait chez Rosie's Dîner, un petit restaurant à l'ancienne situé entre une laverie et un ancien salon de coiffure. Rosie, la propriétaire, était une femme blanche à la langue tranchante mais au cœur tendre. Elle lui avait offert ce travail à une époque où plus personne ne voulait embaucher un homme noir de 40 ans sans diplôme. Depuis, Elia était devenu l'âme du lieu, silencieux, toujours présent, toujours digne. C'était un mardi soir de décembre, le genre de nuit où même les chiens errants cherchent un coin sec pour survivre. Le vent mugissait dans les ruelles comme un loup affamé, et la pluie tombait en rafales furieuses, tambourinant sur les vitres du Rosie's Dîner, comme si elle cherchait à entrer. À l'intérieur, l'atmosphère était tiède, réconfortante. Les dernières tables étaient vides. Le néon au-dessus du comptoir grésillait doucement. Rosie, comme à son habitude, était assise derrière la caisse, comptant les quelques billets de la journée avec ses lunettes posées au bout de son nez. Elia, lui, passait la serpillière au fond de la salle, sifflotant à peine, fatigué mais tranquille. C'est alors que la clochette de la porte tinta faiblement. Il leva les yeux, surpris. À cette heure, personne ne venait. 2 enfants apparurent dans l'encadrement, leurs silhouettes découpées par la lumière blafarde de la rue. Le garçon, peut-être 10 ans, tenait la main de sa sœur plus jeune, qui devait avoir 6 ans à peine. Leurs vêtements étaient trempés, trop grands, couverts de boue. Leurs joues étaient creuses, leurs cheveux collés par la pluie, et dans leurs yeux brillait quelque chose d'accent grave la foi ancien et brisé, comme s'ils avaient vu bien plus que leur âge ne le permettait. Ils n'avaient ni parapluie, ni veste imperméable. Juste leur courage et leur faim. Le garçon s'avança d'un pas, le regard fixé au sol. « Monsieur, on n'a pas d'argent, mais ma sœur a faim. »« Moi aussi. » Il ne suppliait pas. Il ne pleurnichait pas. Il énonçait un fait, comme s'il avait appris à ne plus rien attendre du monde. Elia jeta un regard à Rosie. Elle ne dit rien. Il comprit qu'elle lui laissait le choix. Sans un mot, il s'approcha des enfants, leur ôta leur manteau trempé, et les fit asseoir près du radiateur qui soufflait un air chaud et sec. Il alla dans la cuisine, rouvrit les frigos, réchauffa du poulet frit, prépara de la purée maison, découpa du pain de maïs encore tiède, et mit à chauffer 2 chocolats chauds avec des guimauves fondus. Il déposa le tout devant eux avec une serviette propre, comme il le ferait pour n'importe quel client. Ils mangèrent en silence, avec lenteur, comme s'ils avaient peur qu'on leur reprenne les assiettes. Quand ils eurent fini, Elia sortit un vieux sac en papier, y glissa des restes soigneusement emballés, une petite couverture, et glissa, discrètement, un billet de $10 dans la poche du garçon. Puis, il se pencha et lui dit d'une voix grave et douce. « Ce monde est dur. Mais toi, t'es pas un moins que rien. Tu vaux quelque chose, tu m'entends? Protège ta sœur. Aime-la. Et un jour, sois quelqu'un de bien. » Le garçon le regarda, les yeux pleins de cette émotion muette qu'ont les enfants trop tôt brisée. Il acquiesça simplement. Ils sortirent sous la pluie, et disparurent dans la nuit, comme 2 ombres silencieuses. Pas à Rosie. Pas aux voisins. Pas même à Dieu dans ses prières du soir. Mais ce soir-là, quelque chose changea dans son cœur.
Une part de lui espéra, sans oser y croire, que ses 2 enfants allaient survivre. Qu'ils allaient s'en sortir. Qu'ils allaient se rappeler. La vie suivit son cours. Rosie mourut un printemps. Le restaurant ferma. Elia enchaîna les petits boulots, balayeur dans une école, veilleur de nuit dans un dépôt, livreur à vélo. À 65 ans, son corps fatigué ne suivait plus, et il vécut grâce à une petite pension et des économies maigres. Sa maison, au bord d'une ruelle de South Memphis, tenait encore, bien que les planches grinçaient et que le toit laissait parfois passer la pluie. Il avait un vieux tourne-disque, un fauteuil en cuir craquelé, et un jardin minuscule où il faisait pousser des géraniums. Les voisins le respectaient. Il aidait à porter les courses, réparait les clôtures, parlait peu mais écoutait bien. Mais personne ne savait grand-chose de lui. C'était un homme effacé, que la vie avait égratigné, mais jamais brisé. Un matin d'été, d'où mais déjà chargé de chaleur, le soleil frappait la ville de Memphis avec une intensité presque blanche, inondant les toits de lumière et faisant miroiter les flaques séchantes sur l'asphalte. Dans son petit jardin à la palissade décolorée, Elia Carter arrosait ses géraniums rouges et ses quelques plants de tomates, en sifflotant un air de Sam Cooke. Il portait sa chemise en coton trop grande, un vieux chapeau de paille rapiécé, et des sandales usées. Pour lui, ce rituel matinal était un moment de paix, une manière d'exister encore, même sans bruit. Mais soudain, un bruit sourd et régulier fendit le calme, un grondement qui ne venait pas de la rue ni des camions habituels. Il leva les yeux, plissant les paupières. Un avion, murmura-t-il, fronçant les sourcils. Mais non, le son n'était plus lourd, plus rythmique, plus proche. Le sol vibra légèrement. Le vent tourna. Les feuilles frémirent. Puis il le vit, un hélicoptère noir, imposant, élégant, descendait lentement dans le ciel clair, droit vers sa maison. Ses pales faisaient trembler l'air, soulevaient la poussière, faisaient voler les papiers de la ruelle et même le chapeau d'Elia, qui recula, stupéfait. Les voisins sortirent en courant, écarquillant les yeux, s'arrêtant sur les trottoirs, filmant avec leur téléphone. Certains pensaient à un accident, d'autres à un politicien célèbre ou même à la police fédérale. Mais l'hélicoptère se posa en douceur, juste devant la maison d'Elia, soulevant un nuage de poussière rougeâtre et faisant teinter les vitres. Un homme et une femme en descendirent. Ils marchèrent lentement, avec grâce. Ils n'avaient rien des visiteurs ordinaires. L'homme était grand, la quarantaine élégante, costume gris anthracite parfaitement taillé, cravate sobre, montre de luxe à son poignet. Son visage était marqué par la maturité, mais ses yeux brillaient d'une chaleur indéfinissable. À ses côtés, une jeune femme magnifique, à la peau couleur café doré, les cheveux tirés en un chignon haut. Son tailleur blanc immaculé contrastait avec la poussière du sol. Elle portait des talons discrets, un sac en cuir crème, et dans ses gestes, il y avait la puissance tranquille d'une femme accomplie. Tous deux étaient noirs. Fiers. Nobles. Rayonnants. Elia, le souffle suspendu, reposa lentement son arrosoir. Il ne comprenait pas. Ses mains tremblaient légèrement, le cœur cognait dans sa poitrine, comme s'il pressentait quelque chose d'irréel. L'homme s'approcha, s'arrêta à quelques mètres. Il retira ses lunettes de soleil, les yeux embués. « Monsieur Carter ?» La voix était chaude. Rassurante. Étonnamment familière. Elia cligna des yeux. « Oui. C'est moi. » L'homme sourit, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Je suis Malik Turner. Et voici ma sœur, Jasmine. » Elia fronça les sourcils. Le nom ne lui disait rien, mais les visages, quelque chose dans leurs regards. « Il y a 20 ans, un soir d'hiver, vous nous avez laissé entrer dans votre restaurant. On n'avait rien. Vous nous avez nourris. Vous nous avez donné une table, un repas chaud, une couverture, et une parole qu'on n'a jamais oubliée. » Il fit un pas de plus. « Vous ne nous avez pas regardés comme des misérables. Vous avez vu en nous, quelque chose que personne d'autre ne voyait. De la dignité. De la valeur. De l'avenir. » Elia porta une main tremblante à sa bouche. Son souffle se coupa. La mémoire jaillit comme une bouffée d'orage. Le garçon, le chocolat chaud, la petite fille grelottante, la pluie battante. Il murmura.
C'était vous. Vous avez survécu? Il n'y croyait pas. Le monde n'avait jamais été tendre avec ces enfants-là. Mais Jasmine, radieuse, posa doucement sa main sur celle de son frère. Mieux que ça, dit-elle en souriant, la voix douce mais ferme. Je suis aujourd'hui chirurgienne pédiatrique à Atlanta. Malik est entrepreneur en aéronautique. Il possède sa propre entreprise, cet hélicoptère. Elle marqua une pause, puis ajouta, plus solennellement. Et aujourd'hui, Elia, nous sommes venus vous dire merci. Le vieil homme chancela légèrement, les larmes lui montant aux yeux, son regard incapable de quitter les deux visages devant lui. Il était comme pris dans un rêve, entre la réalité et un miracle. Autour d'eux, le quartier retenait son souffle. Il avait nourri 2 enfants. Et 20 ans plus tard, ils étaient revenus du ciel. Après l'étreinte émue, Malik recula légèrement, puis sortit d'une sacoche en cuir brun une chemise cartonnée épaisse, ornée d'un ruban bleu nuit. Il l'ouvrit délicatement devant Elia, comme on dévoile un secret longtemps gardé. À l'intérieur, des documents officiels, des plans d'architectes, des photos couleurs imprimées sur papier glacé. Elia pencha la tête, confus. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Malik sourit, puis posa une main fraternelle sur l'épaule de l'homme. « C'est votre nouvelle maison, Monsieur Carter. Située à quelques kilomètres d'ici. Une maison de plain pied, avec 3 chambres, un grand salon lumineux, un porche avec une balançoire, et un jardin pour vos géraniums. » Il montra une photo aérienne. Meublée entièrement, avec cuisine équipée, climatisation, un lit orthopédique, et même un tourne-disque neuf. Jasmine, à côté, ajouta tendrement. Tout est payé. La taxe foncière. L'assurance. L'entretien. Il y a même un petit potager à l'arrière. Et, un chien, si vous en voulez un. Elia restait muet. Ses mains tremblaient au-dessus des papiers. Son regard glissait sur les images comme un enfant effleure un rêve. Mais, comment, pourquoi? Jasmine lui tendit une autre feuille, sur laquelle figurait un contrat bancaire. Et ce n'est pas tout. Nous avons également ouvert un fonds de retraite à votre nom. Vous recevrez un revenu mensuel. Vous n'aurez plus jamais besoin de travailler, ni de vous inquiéter des factures. Elle marqua une pause. Vous nous avez tendu la main quand personne ne l'a fait. Ce que vous avez semé ce soir-là a grandi bien au-delà de vous. Mais Malik n'avait pas encore fini. Il tourna la dernière page du dossier. Une feuille en papier verger, avec en haut un logo gravé en doré, une main tendue tenant une petite flamme. Voici le dernier document, et peut-être le plus important. Il respira profondément, la voix chargée d'émotion. Nous avons fondé une association. Une fondation pour les enfants livrés à eux-mêmes, pour les jeunes sans-abri, pour les oubliés. Elle offre des repas, du mentorat, des bourses, un toit et surtout, une main tendue. Il leva les yeux, fixant Elia avec gravité. Nous l'avons appelée, The Elia Carter Foundation. Un silence immense enveloppa la ruelle. Même le vent s'était arrêté. Elia regarda le papier, incapable de lire, incapable de parler. Ses jambes cédèrent. Il tomba à genoux, lentement, sans violence, comme on s'agenouille devant un mystère sacré. Ses larmes jaillirent, lourdes, incontrôlables, coulant sur ses joues marquées par les ans, les douleurs, et maintenant une gratitude trop grande pour être contenue. Autour, les voisins regardaient en silence, certains pleuraient, d'autres avaient les mains sur la bouche. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils savaient que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Elia murmura, la voix brisée, les yeux levés vers les 2 visages de ceux qu'il avait un jour nourris sans poser de questions. Je n'ai fait que nourrir 2 enfants. Je n'ai donné qu'un peu de soupe et un billet froissé. Mais Malik s'agenouilla à son tour devant lui. Il posa une main sur son cœur. Non, monsieur. Vous nous avez nourris de courage. Ce que vous nous avez offert, c'était une graine d'espoir, un souffle de dignité. Vous avez vu 2 enfants sales et fatigués, et vous avez vu autre chose que leur misère. Vous nous avez vus comme des êtres humains. Il ajouta, la gorge nouée. Et cette graine est devenue une forêt vivante. Aujourd'hui, des milliers d'enfants vont trouver refuge dans cette fondation.
Et tout cela commence avec vous. Elia ferma les yeux. Il sentit le poids des années quitter son dos. Il avait vécu dans l'ombre, pensant que son existence ne laissait pas de traces. Mais ce jour-là, la lumière était venue le chercher. Non pas en limousine, ni en cortège, mais dans le vrombissement d'un hélicoptère, dans 2 regards reconnaissants, dans un avenir bâti sur un souvenir. Dans cette ruelle de South Memphis, un simple serveur devint un symbole éternel. Ce soir-là, Elia franchit pour la première fois le seuil de sa nouvelle maison. Les murs immaculés, baignés d'une lumière douce et chaleureuse, contrastaient avec les ombres de sa vieille demeure en bois. L'air sentait le bois fraîchement ciré et un soupçon de jasmin venu du jardin. Dans le salon, Jasmine avait soigneusement accroché plusieurs cadres. Sur les murs, des photos racontaient une histoire. 2 enfants trempés, souriant timidement, lors de leur première visite au restaurant. Leurs visages rayonnants, quelques années plus tard, vêtus de toges lors de leur diplôme. Et puis, plus récemment, entourés d'orphelins rayonnants, lors d'une cérémonie émouvante célébrant la naissance de The Elia Carter Foundation. Elia posa son sac sur une commode en chêne. Il sentit ses yeux s'humidifier en voyant ces images, autant de souvenirs, de promesses tenues et d'espoirs nés d'un simple repas partagé. Il s'avança dans la chambre principale. Un grand lit moelleux l'attendait, drapé de couvertures douces aux teintes apaisantes. Il s'allongea, s'enfonçant dans un confort qu'il n'avait jamais connu. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit ses épaules se détendre, son souffle se calmer. Ce soir-là, alors qu'Elia sombrait dans un sommeil réparateur, la télévision locale diffusait un reportage bouleversant sur son histoire. Les images passaient en boucle, le vieil homme modeste, l'arrivée de l'hélicoptère, la remise des clés, la fondation portant son nom. Le reportage parlait de courage, de bonté, de la force insoupçonnée d'un simple geste. Sur les réseaux sociaux, l'histoire fit rapidement le tour du pays. Des milliers de personnes partagèrent, commentèrent, pleurèrent, s'inspirèrent. Des appels à la compassion et à la solidarité fleurirent partout, redonnant foi à beaucoup. Elia Carter devint, sans le vouloir, une légende vivante, un symbole de ce que peut accomplir un cœur généreux dans un monde souvent trop dur. Peu de temps après, Elia fut invité à une interview télévisée, un face-à-face avec une journaliste émue. Assis dans un fauteuil simple, le regard franc mais humble, il répondit à la question « Quel message souhaitez-vous transmettre à ceux qui regardent votre histoire ?» Sa voix était calme, posée, chaque mot pesé avec sagesse. Ce monde a besoin de moins de juges et plus de cœur. J'ai juste fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. Il marqua une pause, ses yeux brillants d'une vérité profonde. Si chacun tendait la main, si chacun croyait en la valeur de l'autre, alors on vivrait dans un monde où personne ne serait oublié. Ce n'est pas un acte héroïque. C'est un acte humain. Dans cette maison baignée de lumière, entourée des visages de ceux qui l'avaient nourri, littéralement et métaphoriquement, Elia trouva enfin la paix qu'il cherchait toute sa vie. Et dans le silence de la nuit, tandis que la ville de Memphis continuait son combat quotidien, une certitude s'imposa doucement. Parfois, un simple geste de bonté peut allumer une flamme éternelle.